Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TV Liberté. L'élimination de Nasrallah n'est pas la dernière étape, a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant le 30 septembre, avant que dans la soirée, des incursions de troupes ne soient signalées sur le territoire libanais. Ironie de l'histoire, c'est il y a 18 ans, jour pour jour, que l'armée israélienne se retirait du Liban. Ces incursions sont officiellement limitées selon le département d'État américain, mais Tsahal a ordonné aux habitants de 3 quartiers de la banlieue sud de Beyrouth et de 30 villages près de la frontière d'évacuer en raison de la présence d'installations du Hezbollah terroriste. Dixit. Le Liban et Beyrouth deviendront-ils Gaza? Pour en parler, nous recevons ce soir Alexandre Aoun, journaliste indépendant franco-libanais. Alexandre Aoun, bonsoir. Bonsoir Edouard. Et merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à l'appel du Choc du Monde. Alors, sans tarder, l'objectif affiché de l'État hébreu derrière sa campagne ou après sa campagne de frappe sur le territoire libanais est le retour de 60 000 civils ayant fui le nord d'Israël depuis le mois d'octobre et le début des échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Alexandre Aoun, la manière forte peut-elle être celle prônée donc par Benyamin Netanyahou, peut-elle être la bonne méthode? C'est là toute la question, parce qu'il faut savoir que le Hezbollah, par l'intermédiaire de son chef adjoint Naïm Kassem, qui est le numéro 2 historique de Hezbollah, a affirmé hier que les combats continueraient, qu'il y aurait toujours ce front de soutien envers Gaza et que les forces du Hezbollah étaient prêtes à une intervention terrestre israélienne et qu'ils étaient prêtes à tout simplement s'opposer aux forces israéliennes, et tout en affirmant aussi que le Hezbollah avait utilisé qu'une partie de son arsenal militaire. Donc la manière forte, je pense que ce n'est pas la bonne aujourd'hui. Le Hezbollah doit répondre. Le Hezbollah est dans une logique également de riposte, parce qu'ils se doivent d'apporter des réponses à sa base populaire, qui eux sont partisans d'une riposte forte suite à la mort de Nasrallah, et également de montrer aux Israéliens qu'ils ne sont pas vaincus malgré la décapitation d'un nombre assez important de cadres du mouvement. Alors nous allons revenir là-dessus, puisque c'est le défi qui se pose au Hezbollah, mais aussi aux alliés, si ce n'est aux parrains du Hezbollah. L'armée libanaise a repositionné ses troupes, selon Reuters, à 5 km de la frontière. Elle prétend se regrouper. Que peut-elle faire concrètement, l'armée libanaise, selon vous? L'armée libanaise n'est pas en mesure de s'opposer à l'armée israélienne. Ce n'est pas du tout dans sa vocation. La vocation de l'armée libanaise, là on le voit depuis le 8 octobre, depuis le début des affrontements entre le Hezbollah et l'armée israélienne, se cantonne à un rôle plutôt de social, humanitaire, de pouvoir tout simplement permettre aux civils d'évacuer les zones bombardées. Et on le sait pertinemment que la volonté diplomatique est de faire en sorte que l'armée libanaise intègre le Liban Sud en coordination avec la FINUL, avec l'agence, avec la force onusienne d'interposition entre le Liban et Israël. L'armée libanaise n'a pas vocation à attaquer ou à se défendre contre l'armée israélienne, et on le sait pertinemment, les positions qui sont tenues là actuellement dans le sud sont tenues par le Hezbollah, non pas par l'armée libanaise. Bon, vous avez évoqué la mort de Nasrallah. On a un sentiment de sidération, et il semble quand même largement partagé au Liban, même s'il y a peut-être un désir de vengeance. Mais bon, la frappe en plein Beyrouth ayant tué Hassan Nasrallah a contribué à cette sidération. Je vous propose, Alexandre Aoun, de revenir rapidement là-dessus pour comprendre l'ampleur de cet événement. La veille de l'assassinat d'Hassan Nasrallah, une source de Reuters affirmait qu'Israël pourrait tuer le leader du Hezbollah où et quand il le souhaitait. Celui-ci a été assassiné par une frappe dévastatrice sur son QG secret le 28 septembre au soir. Les images après le bombardement dévoilent des cratères d'une profondeur abyssale, la signature des terribles bombes anti-bunker. Si l'on en croit une vidéo de l'armée israélienne, au moins 15 de ces armes guidées d'une tonne ont été larguées. Une semaine après l'explosion de Beeper et Takiwalki ayant mutilé 1500 cadres du parti, le Hezbollah apparaît décapité et l'Iran affaibli dans la région. Alexandre Aoun, l'armée israélienne, avec son tapis de bombes, a-t-elle déjà gagné la guerre? Ce qui est sûr, c'est qu'elle a affaibli le Hezbollah durablement. En termes de frappes ciblées sur les infrastructures militaires, comme on peut le voir dans la Beka, à l'est du pays, à la frontière syrienne, dans le sud du pays, avec tout ce tapis de bombes jusqu'à Nabatieh, jusqu'à Saïda, qui se trouve pas très loin non plus de Beyrouth, et également dans le sud de Beyrouth, où, selon les dires de Tsahal, ils auraient
tout simplement cibler des résidences privées où il y avait du matériel militaire. À savoir si le Hezbollah est vaincu. Ce n'est pas le cas parce que le Hezbollah dispose de plus de 100 000 combattants, c'est ce que Hassan Nasrallah avait dit en 2021, et dispose de plus de 150 000 missiles. Donc en frappant, ils affaiblissent le Hezbollah, mais le Hezbollah n'est pas vaincu. Donc à voir après quelle sera la réponse du Hezbollah. Comme je l'avais dit dès le début, Naïm Qassem est partisan d'une continuité du conflit, mais à savoir s'ils ont la capacité politique de le faire et militaire. Bon, ça reste une démonstration de force de la part de l'armée israélienne. On pensait qu'Israël d'ailleurs était en difficulté dans la bande de Gaza. Le conflit dans ce territoire minuscule a traîné pendant des mois. Mais désormais, on a le sentiment que l'État hébreu déploie sa puissance. Bon, le coup des 1500 beepers et talkie-walkie qui ont explosé était évidemment à viser cette sidération. Est-ce une revanche, plus généralement, dans l'absolu, pour Israël, après ces mois de difficulté? Là, on sent qu'Israël passe à la vitesse supérieure. Clairement, on le voit, ils ont réussi en l'espace d'une semaine à éliminer des hauts cadres de l'aile politique du parti, de l'aile militaire, avec les forces Al-Radwan et de toutes les autres forces spéciales du Hezbollah. Ils ont réussi à éliminer aussi des membres du Hamas, des hauts dirigeants du Hamas au Liban, en Syrie, des forces, des membres du Front populaire de libération de Palestine. Donc ils s'en prennent vraiment à tout le monde. Et il faut savoir aussi que c'est une info qui n'a pas été beaucoup ébruitée, mais ils ont visé la villa de Maher el-Assad, qui est le frère de Bachar el-Assad, en périphérie de Damas. Donc, en l'espace d'une semaine, ils ont visé et le Yémen, et le Liban dans son intégralité, la Syrie, Gaza, la Cisjordanie. Donc ils passent vraiment à une vitesse supérieure en montrant que je pense que la volonté israélienne est de se dire qu'il faut qu'ils sortent à tout prix de l'enlisement et qu'il faut qu'ils frappent fort. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. À voir si le Hezbollah est en capacité de répondre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont porté un coup très dur à l'organisation chiite. Frapper fort pour choquer. Alors, bien sûr, nous avons évoqué les beepers qui ont explosé, l'élimination de Nasrallah. On évoque aussi quelquefois les infiltrations, la mainmise, l'omniprésence des services israéliens. Vous y croyez ? Oui, c'est sûr et certain que les services israéliens ont des informations sur le Hezbollah, ont des informations sur Bachar el-Assad, ont des informations sur l'Iran. Ils disposent d'un nombre incalculable d'espions aux quatre coins du Moyen-Orient. Il faut savoir que le Hezbollah ne fait pas consensus au Liban. Donc il y a des partis politiques, il y a des individus qui sont farouchement opposés au Hezbollah. Donc ils peuvent avoir des informations grâce à eux, mais également au sein même du Hezbollah. Vous savez, pour avoir des informations, il s'agit de monnayer les renseignements, d'avoir des taupes au sein du Hezbollah. Ça a été le cas au début des années 2000. Le Hezbollah a fait un peu, on va dire, le ménage en interne. Et là, par rapport aux affaires des beepers, il y a certainement une taupe. Dernièrement, c'est Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président iranien, qui expliquait qu'il y avait un service contre le Mossad en Iran qui était dirigé par un membre du Mossad. Qui avait été dirigé par un membre du Mossad. Ouais. C'est une révélation de CNN, en effet. Ouais. Bon, visiblement, ils ont trouvé la taupe. Vous avez évoqué la nomination du nouveau dirigeant, du secrétaire général du Hezbollah. Qui sera-t-il, selon vous? Sera-t-il plus radical? C'est évidemment la question lancinante. Sera-t-il plus radical ou moins radical que Nasrallah? Là, c'est toute la question de savoir... il y a une période, on va dire, de trouble, d'incertitude au sein même du Hezbollah pour nommer le secrétaire général. Le nouveau secrétaire général. C'est un peu, ça rappelle 1992, lorsque Abbas el-Moussaoui, l'ancien secrétaire général du Hezbollah, avait été assassiné par les forces israéliennes. Hassan Nasrallah avait été nommé quelques jours après pour montrer que finalement Israël n'avait pas vaincu le Hezbollah, mais que le Hezbollah était à même de répondre à toute forme d'attaque et pouvait tout simplement se réorganiser. Là, il y a ce qu'on appelle le Conseil de la Shura, un conseil consultatif avec des membres. Il y a également, parmi ces membres, il y a l'ayatollah Ali Khamenei, qui doivent élire un de ces membres pour être le futur secrétaire général du parti. Il y a plusieurs noms qui sont évoqués par la presse. Il y a notamment son cousin qui s'appelle Hachem Safieddine, qui est membre du conseil qui dirige les affaires politiques, sociales et économiques du parti, qui est connu, qui est soi-disant proche de Téhéran. Donc, il est plutôt considéré comme radical. Lui, il était partisan plutôt d'une action vraiment très belliqueuse dès le début du conflit.
de frapper directement Tel Aviv ou Haïfa dès le début du 8 octobre, alors qu'on sait pertinemment que le début des frappes du Hezbollah s'était cantonné à 5 km de la frontière. Et il y a également le numéro 2 historique qui s'appelle Naïm Qassem, qui lui est plutôt fait beaucoup d'apparitions publiques. C'est lui, par exemple, hier, qui avait adressé un premier message après la mort de Nasrallah. Vous avez évoqué le fait que le Hezbollah avait des opposants au Liban même. La suppression de la tête du Hezbollah, de Nasrallah, peut-elle mener, à court, moyen, long terme, à une recomposition politique au pays du Cèdre, qui, je le répète, est quand même plus que divisé? C'est là toute la question, et je pense que c'est le but de l'opposition du Hezbollah, qui est notamment menée par les forces libanaises de Samir Jarja, des Ketaïeb de Sami Gemayel, qui, eux, espèrent une recomposition politique, une intégration du Hezbollah au sein même de l'armée libanaise, une armée libanaise qui n'aurait pas vocation à attaquer Israël, aurait plutôt vocation défensive et non offensive, et serait dans une logique plutôt nationaliste, patriotique, etc. Sauf qu'il faut savoir que le Hezbollah n'est pas détruit. Le Hezbollah, c'est 40 ans d'histoire, c'est 40 ans d'idéologie, c'est 40 ans de discours qui ont permis également l'élévation économique et sociale des chiites. Les chiites ne vont pas vouloir abandonner dès maintenant le Hezbollah, ils sont enracinés. C'est vraiment un discours qui a marqué des générations et des générations, et qui a permis à des centaines de milliers de chiites, parce que comme vous le disiez dans la question, le pays est totalement divisé d'un point de vue politique, mais également communautaire. Donc c'est à savoir si le Hezbollah serait à même de vouloir élire un président. Pour reprendre juste une petite parenthèse, il n'y a pas de président depuis quasiment 2 ans. Et Nabih Berri, le chef du Parlement, a dit « Nous recommencerons les sessions au Parlement dès lors qu'il y aura un cessez-le-feu ». Donc étape par étape. Donc ça peut encore prendre très longtemps. Alors, si l'on régionalise le problème, si l'on observe l'axe de résistance iranien, on se demande désormais si l'escalade aura lieu après les frappes et les incursions israéliennes. Le Hezbollah n'a pas réellement aidé le Hamas de Gaza, d'une certaine manière, et désormais, l'Iran n'a pas l'air pour l'heure de vouloir riposter. L'Iran est-elle en perte de vitesse ? L'Iran, déjà, l'a mentionné hier par le biais de le porte-parole de la diplomatie iranienne, qui a dit que nous n'enverrons pas de troupes ni au Liban, ni en Palestine, parce que la résistance libanaise et la résistance palestinienne est en mesure de s'opposer aux crimes de guerre israéliens. Il a dit également que le Hezbollah n'avait pas demandé un appui, un soutien militaire. Il faut savoir que l'Iran, ce n'est pas le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est l'Iran. L'Iran est un pays qui a des traités, qui a une volonté de s'ouvrir, qui a une volonté de sortir de ce cercle infernal des sanctions. Et le nouveau président, Massoud Pezeshkian, a martelé à l'ONU qu'il était dans une démarche d'ouverture vis-à-vis de l'Occident, donc une démarche d'ouverture constructive pour sortir du cycle infernal des sanctions et pourquoi pas, assurer le programme nucléaire iranien. Donc, peut-être, il y a beaucoup de dires au Liban, et notamment chez des chiites qui sont abandonnés par l'Iran, de se dire, est-ce que l'Iran aurait abandonné le Hezbollah, qui aurait abandonné sur l'autel de la réelle politique pour des intérêts économiques ou stratégiques pour l'Iran. Alors par contre, l'Iran, question, pourrait avoir abandonné au moins en partie le Hezbollah. Par contre, on est sûr que Washington n'a pas abandonné totalement Israël, même si la position de Washington est un grand paradoxe. Pour Joe Biden, l'assassinat de Nasrallah était, je cite, une mesure de justice, mais son administration, bien sûr, continue de réclamer un cessez-le-feu tout en armant Israël. C'est là tout. C'est la politique de Biden depuis quasi 1 an. C'est à savoir dire que nous sommes pour un cessez-le-feu, appelons à la retenue, à la désescalade, mais d'un autre côté, ils vont envoyer des troupes supplémentaires pour dissuader le Hezbollah d'attaquer, pour dissuader l'Iran de renforcer l'axe de la résistance, et ils vont continuer à armer, à financer. Il y a eu 13 milliards au mois de mai, là il y a eu 8,7 milliards dernièrement. Donc Israël se porte bien, et grâce aux États-Unis, grâce à l'administration de Joe Biden, malgré la volonté de négocier, on a pu le voir aussi à l'ONU dernièrement, avec une
proposition franco-américaine d'une trêve de 21 jours. Il y a eu un pied de nez de Netanyahou qui a fait un peu volte-face au dernier moment en disant nous n'acceptons pas, nous rejetons cette proposition franco-américaine, et il a tué Nasrallah dans la foulée. Alors, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais selon certaines sources, la pression de la droite nationaliste israélienne est très forte entre la demande de cessez-le-feu franco-américaine et l'assassinat de Nasrallah et le rejet de Netanyahou. On sait que la droite israélienne a menacé de quitter le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'ils ont à ce point un poids sur les décisions sur les décisions va-t-en-guerre de Netanyahou? Il faut savoir que l'ennemi numéro 1 pour Israël, c'est vraiment le Hezbollah, c'est vraiment Hassan Nasrallah. Depuis 2006, il y a un peu cette hantise de revivre un peu une défaite. Ça a mis fin au mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne en 2006. C'était la première fois qu'une armée, et même pas une armée, c'était pas une armée conventionnelle, c'était une milice qui avait mis à mal tout simplement les objectifs militaires de l'armée de Tsahal. Donc là, le fait d'avoir éliminé Hassan Nasrallah, il y a une sorte de consensus auprès de la population israélienne qui s'est dit, il y a un peu une levée de bouclier en disant que Netanyahou redevient un peu populaire auprès de certaines couches de la population qui demandaient, exigeaient sa démission par rapport à ce qui se passe à Gaza, par rapport aux otages, qui est un autre dossier. Mais le dossier du Hezbollah, il y a nettement plus consensus. Alors Israël semble gagner cette bataille, mais visiblement, ce que vous dites, c'est qu'Israël n'a pas encore gagné la guerre. Question prospective très difficile. Pensez-vous qu'Israël, l'État hébreu, peut survivre longtemps entouré d'ennemis ? Sauf que là, ces ennemis sont des milices. Ce ne sont pas des États. On voit pertinemment qu'il y a une volonté aussi des pays du Golfe. C'est pour ça qu'ils sont assez discrets depuis 1 an. Les pays du Golfe, eux, cherchent à normaliser, bien qu'ils... Ils cherchent à normaliser avant le conflit à Gaza. Oui. Mais vous pensez que c'est une hypothèse qui est sur la table ? C'est mis entre parenthèses. Sur la table. C'est ça. C'est une parenthèse. Elle va bientôt être fermée. La guerre à Gaza, c'est sur le temps long. La temporalité n'est pas la même. On parle pas de quelques mois. Mohamed Ben Salman l'a dernièrement dit. Lui, il est pour une normalisation. C'est juste qu'il faut qu'il prenne en compte l'opinion publique saoudienne, qui est majoritairement contre la normalisation avec l'État hébreu. Mais à terme, ça se fera. La guerre, si elle se termine dans quelques mois, il va attendre quelques mois histoire que l'affaire se tasse et il y aura un vent de normalisation. Je suis assez pessimiste, disons, pour ce qui est de la cause palestinienne, à savoir à Gaza, il y a une réoccupation aujourd'hui de l'enclave gazaoui, c'est pour ça qu'on en parle de moins en moins dans les médias. En Cisjordanie, il y a des raids incessants qui se passent à Jénine, à Ramallah, etc., qui visent tout simplement à lutter contre les cellules dormantes du djihad islamique ou du Hamas en Cisjordanie. Et à terme, il y a toujours la colonisation qui continue. Et il faut savoir quel est le réel objectif aussi israélien au Liban. Si c'est juste de neutraliser l'arsenal militaire du Hezbollah, ou si c'est d'aller jusqu'au fleuve Litani et d'avoir une sorte de zone tampon de 40 km à sa frontière nord. Une zone tampon ou le désarmement du Hezbollah, la question reste ouverte. Merci en tout cas Alexandre Aoun d'avoir répondu à l'appel de Choc du Monde. Surtout, merci à tous et n'oubliez pas de partager et de commenter ce nouvel épisode de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL.